crime contre l'humanité. Mais c'est pourquoi nous avons voulu aujourd'hui, à cause des initiatives des avocats qui sont d'origine congolaise, mais qui travaillent dans divers lieux ici, auprès du barreau de Bruxelles, pouvoir lancer ces messages ici, pouvoir vous expliquer réellement ce qui se passe au Congo. Parce que quand nous voyons les images, quand nous écoutons même la presse elle-même, il n'y a toujours que des indignations. Et le peuple congolais dans son ensemble en a marre des indignations. Il veut vraiment voir les gens agir. Et comme on dit, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Voilà pourquoi nous-mêmes, peuple congolais, et Kassaïens en particulier, nous voulions nous mettre debout pour pouvoir donner des pistes de voie et certains moyens comment nous allons pouvoir résoudre ce problème. Et pour commencer, je vous demanderai tous d'abord de se mettre debout en mémoire de tous nos compatriotes, de tous nos frères qui ont été massacrés. Je vais passer la parole comme vous l'avez vu. Donc nous avons parlé. Donc il y a Madame Luzingandu qui est la présidente de Maison Kassaï. Il y a Maison du Kassaï, comme on dit, voilà. Il y a Dieudonné Ali Chiboaboua, avocat au barreau de Bruxelles et au barreau de Kananga en même temps. Donc voilà pourquoi il est concerné en premier chef. Et à ses côtés, il y a Laurent Motambaï, conseiller auprès du cabinet de M. Théo Franck, la nation, et membre influent de la diaspora. Donc, ils vont s'entretenir avec vous. Et vous aurez, nous allons procéder comme ceci. D'abord, je laisse la parole à Dieudonné et Chiboaboua, Ali, parler dans peu de minutes. Ensuite, on donnera la parole à Mme Louise Ngandu, qui parlera aussi. Et puis, à la fin, ça va être M. Laurent Mutambaï. Ensuite, nous passerons d'abord, vous savez, vous devez avoir l'habitude avec moi, d'abord la presse. Après toutes les trois interventions, ça sera la presse et le public, on verra après. À vous la parole. Voilà. Merci beaucoup pour la parole. Mesdames et messieurs, les membres de la presse, nous tenons d'abord à vous remercier pour votre présence à notre invitation. Un sujet qui aujourd'hui fait surface et qui interpelle tout un chacun d'entre nous. Le sujet concernant les difficultés actuelles au centre du Congo. Cela étant, il n'y a pas que le centre du Congo qui connaît des difficultés. Les difficultés sont un peu partout à l'est, à l'ouest, et maintenant c'est le centre qui est atteint. Et si nous avons voulu tenir cette conférence de presse, spécialement pour le centre, c'est parce que nous sommes interpellés à plusieurs égards. Et j'aimerais déjà me présenter pour me situer, pour ceux qui ne me connaissent pas. Maître Dieudonné Chiboaboua, avocat au barreau de Bruxelles, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et avocat au barreau de Kananga. Donc je suis à cheval sur l'Afrique et l'Europe, la Belgique précisément. Et nous avons voulu vous faire part d'une situation qui nécessite à tout prix l'intervention de la communauté internationale. Pourquoi je dis ça? Parce que nous nous rendons compte qu'au niveau national, les choses se font mais à petits pas et il y a beaucoup, il y a une grande crise qui s'amorce, il y a des conséquences dévastatrices et inimaginables qui s'en suivent. Pas plus tard qu'avant-hier, pour vous parler de Kananga, parce que c'est là où actuellement il y a donc, dans les alentours de Kananga qui se trouvent dans le Kassaï, où se trouvent pas mal de difficultés. Nous avons reçu des témoignages des tueries et des actes inqualifiables. Et nous avons dit, nous estimons que tout le monde a droit à la vie et tout le monde a droit à ce qu'il puisse vivre paisiblement dans son territoire. Vous savez, nous avons suivi des témoignages vivants, des jeunes gens,
des dames qui crient, qui disent « Qui peut parler pour nous? Qui peut parler pour nous ?» Ce sont des cris de cœur. Et pour toutes ces personnes qui sont des sans-voix, eh bien, nous sommes là pour parler pour eux, parce que nous avons l'opportunité. Vous et moi, parler pour eux. Ce qui se passe actuellement dans la région du Kasaï, ce n'est pas hier ou avant-hier que ça a commencé. Je crois qu'il est important de situer les choses dans leur contexte pour savoir pourquoi nous en sommes là. Si je vous pose la question, aujourd'hui, il y a une tribu, si je peux le dire, des gens qu'on qualifie de miliciens et qui sont célèbres, entre guillemets, mais je ne pense pas que c'est la bonne méthode de le dire, qu'on parle de Kamina Sapo. Vous avez entendu parler. Déjà, j'aimerais vous aider à comprendre que ce ne sont pas des miliciens Kamina Sapo. Je vais vous donner l'origine, vous comprendrez pourquoi je me situe. Kamina Sapo, c'est le nom d'un grand chef coutumier de Bajila Kassanga, qui est une tribu dans le ex-Kassai occidental, Kassai central actuellement, qui est une des plus grandes tribus de ce côté, parce qu'il y a plusieurs tribus, mais c'est une des grandes tribus qui compte pratiquement 80-90% des populations. Et le grand chef, on l'appelle Kamina Sapo. Il porte ce nom-là comme signe de ce chef. Vous savez, même ici en Occident, dans certaines cultures, dans certaines religions, quand quelqu'un accède à un pouvoir, il porte non plus le titre, son nom de naissance, mais un nom qu'il acquiert. Et là, c'est la même chose. Donc lui, il a ce nom-là. Et pourquoi nous sommes arrivés à une situation actuellement qui est dramatique et qui est en train de se dérouler? Parce qu'il y a eu un chef. Vous savez, le pouvoir ancestral, bien coutumier, se transmet d'une manière héréditaire, du père au fils, ou bien, s'il n'y a pas de fils, c'est la personne qui vient en priorité dans la famille qui récupère le pouvoir. Pour vous situer, donc, il y avait un chef, Kamina Sapo, le premier, mais de son vrai nom, Tumba Anakle, qui était décédé en 2011. Lorsqu'il est décédé, il fallait qu'il puisse avoir quelqu'un pour succéder, pour prendre la place. Et vu qu'il y avait personne qui s'était manifesté, il fallait trouver dans la famille quelqu'un pour le succéder. Et pour le succéder, il y a eu un autre membre de la famille qui s'appelle Jean-Pierre Pandi, qui a récupéré le pouvoir, qui est devenu Kamina Sapo. Et c'est de lui dont les faits se sont déroulés, parce qu'il est important de savoir qui il était. Et c'est Jean-Pierre Pandi qui est devenu Kamina Sapo, parce que chez nous, on n'appelle pas le chef par son prénom ou son nom de naissance, on n'appelle pas le titre. Kamina Sapo. Et il a donc récupéré donc, la place du chef décédé et il a demandé aux autorités pour que son titre soit reconnu. Parce qu'aujourd'hui, dans la loi congolaise, les chefs coutumiers sont des autorités administratives reconnues. Il y a certains droits qui en découlent, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Et donc il sollicitait un arrêté pour que son titre de chef coutumier soit reconnu par les autorités pour travailler en tant que chef et être parmi ces sujets, travailler comme chef. Mais ce titre n'avait pas été accordé. Pendant plus de 4 ans, le chef Kamina Sapo, dit Jean-Pierre Pandi, parce que c'est de lui que les faits sont arrivés, a continué à faire la démarche auprès des autorités jusqu'en 2016. Je parle de 2011, en 2016, donc début 2016, il y a eu un souci, c'est-à-dire que lorsqu'il s'est déplacé, il a quitté sa chefferie pour aller faire un voyage à l'étranger. Les faits qui ont été rapportés, c'est qu'il y a eu des gens, entre guillemets, mais reste à contrôler, parce que je parle là en tant que juriste. Donc nous, en tant que juriste, on parle des faits vérifiables. Donc tout ce que je parle, deux fois, je parle au conditionnel. Et en cela, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé diligenter une enquête chez lui, une perquisition plutôt, pour voir s'il y avait des armes, parce qu'il y aurait des soupçons d'armes chez lui. Et en allant perquisitionner, on n'a rien trouvé, mais on aurait touché aux attributs du pouvoir, ainsi que violenter certains membres de sa famille, notamment son épouse. Ça, ce sont les faits tels qu'ils ont été racontés. Et le chef est revenu, il n'était pas content, il a demandé de rencontrer les autorités sur place pour s'expliquer et pouvoir identifier les auteurs de ces actes. Cela lui a été refusé. Vu que cela lui a été refusé, il n'a pas trouvé mieux que de pouvoir, comment je ne peux pas riposter, mais de pouvoir sensibiliser ces sujets pour les interpeller et manifester le mécontentement. Dans la manifestation de mécontentement, il y a eu d'autres idées qui sont entrées en mouvement et il y a eu cette révolte qui a commencé à s'embraser, quittant
dans la chefferie, là se trouvait donc le chef à Chimboulou, et qui commençait à remonter. Je vous dis cela pour que vous puissiez comprendre. En fait, pour la petite histoire, c'est ma région et c'est ma tribu d'origine. Donc quand je vous parle de ces choses, parce que je suis natif de là-bas. Le chef qui était tué, en août, parce que je vous donnerai un peu plus de détails, c'était aussi mon chef coutumier. Alors, il a commencé donc cette, entre guillemets, ce mécontentement avec les sujets, et les choses n'ont pas été gérées à temps. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme une grande graine, quand elle commence, elle prend du temps. Tant que vous ne vous occupez pas de ça à temps, ça peut causer des conséquences néfastes. Donc, il a fallu attendre le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois d'août 2016, pour que les autorités centrales du Congo puissent s'enquérir de la situation et envoyer une mission parlementaire sur place afin de solutionner ce problème. Il n'y a pas eu d'entente entre le chef Kamwina Nsapu et la mission parlementaire qui était et les autorités par l'intermédiaire de la mission parlementaire qui était simplement là pour les bons offices et trouver cet accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, les autorités ont passé à une phase supérieure. Dans la phase de l'arrestation, il y a eu mort. Donc le chef a été tué. Dans quelles circonstances, honnêtement, je ne peux pas vous le dire parce que nous n'étions pas là sur place. Mais les faits ont été rapportés. Le chef décède et les sujets, d'autres sujets qui étaient là, ont pris la fuite. Ils se sont éparpillés. Mais il y a eu un sentiment de révolte. On a tué notre chef. Quand on tue le chef, qu'est-ce qui se passe? Il y a une révolte. D'où les partisans de ce chef des sujets ont, eux, dit qu'ils allaient continuer le combat. C'est ça qui a été donc à la base du conflit que nous connaissons actuellement. Et d'où ils étaient, il a commencé à avoir éparpillement. Les sujets commençaient à aller un peu partout. Et dans l'entretemps, vous savez, des mouvements de masse, des fois, ça peut entraîner certaines conséquences. Et on a laissé malheureusement les choses aller. Jusqu'au point où les choses ont dérapé et les autorités ont voulu réagir. Et nous en sommes dans des situations où nous avons tous, pour la plupart, eu la vidéo sur nos pages Facebook, WhatsApp, tout ça, la vidéo du mois de février, où on a vu certains villageois, des sujets qui sont revendiqués partisans de la Kamwina Nsapu, être abattus dans les circonstances qu'on a vues. Et après, nous connaissons la suite, il y a eu une enquête qui a été diligentée par le gouvernement au Congo, et ça, je ne vais pas se détailler. Mais c'est pour qu'on puisse comprendre pourquoi cette affaire. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, il y a eu des dérapages, il y a eu mort d'hommes dans des villages, on ne sait pas qui est à l'origine, certains attribuent cela aux partisans des Kamwina Nsapu, mais honnêtement, il faut qu'il y ait une enquête indépendante et impartiale qui puisse identifier les auteurs de ces actes. Et par, je ne sais pas, répression ou souci de remettre de l'ordre, il y a eu plusieurs convois qui sont descendus dans le Kasaï pour pouvoir mettre fin à cette situation. Et nous connaissons le drame que nous avons aujourd'hui, pour la plupart reçu. Il y a eu des villages entiers qui ont été évacués, il y a eu des fosses communes qui ont été découvertes, l'ONU en a répertorié 23, il y a eu 2 experts allés enquêter pour savoir ce qui s'est passé réellement de l'ONU qui ont été abattus dans des conditions mystérieuses, pour lesquelles jusqu'à présent il n'y a pas encore d'issue pour savoir quelles étaient l'origine de leur décès réel. Ils ont été assassinés, mais par qui on ne sait pas. Donc il y a eu une utilisation de la force qui était disproportionnée. Parce que ces sujets comme Kamwina Nsapu n'ont que comme armes des bâtons et des couteaux et d'autres armes traditionnelles. Ce qui a fait que le fait de les mater avec le pouvoir et l'armement du pouvoir en place, malheureusement, il y a une disproportion qui a été évoquée même par la communauté internationale. Et aujourd'hui, nous en sommes à la situation telle que plusieurs villages dans le Kasaï central ont été vidés, parce que les gens ont fui dans la brousse.
les gens ont peur des représailles. Les gens ont des membres de famille qui ont disparu. Et des gens ont apporté des témoignages qu'il y a eu certains membres de famille qui ont été tués. Comme je dis, nous sommes dans le juridique. Nous insistons pour établir les responsabilités. Nous ne savons pas qui est derrière. On peut avoir des suppositions ou des présomptions. Mais tant que cela n'a pas été confirmé, on ne peut pas, aujourd'hui, je ne peux pas affirmer que c'est telle ou telle personne qui est à l'origine. C'est pour cela qu'en tant que juriste, nous voulons saisir donc les instruments à notre portée pour demander justement qu'au niveau international, parce que je ne sais pas si les gens réalisent, quand vous suivez les rapports de l'ONU, on dit qu'il y a plus de 400 000 déplacés. Imaginez-vous, 400 000. Bruxelles a une population de 1 million, dont la moitié de Bruxelles est déplacée. Et on dit qu'il y a plus de 1 074 000 personnes qui sont affectées par cette situation. Je ne sais pas si vous vous imaginez le drame qui est en train de se passer. Et au-delà de ça, le Kasaï se trouve au centre du Congo. Donc la situation va non seulement quitter le centre, elle va monter au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc il y a vraiment danger. D'où nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme. Dire à la communauté internationale, s'il vous plaît, venez au Congo, venez au Kasaï, venez intervenir. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que sur place, les choses n'évoluent pas. Et il y a danger. Il y a danger. M. Moutambe aura l'occasion de vous parler des juridictions internationales qui peuvent être susceptibles d'être saisies. Ça, il aura l'occasion de vous en parler. Mais nous avons des instruments juridiques qui nous permettent justement de pouvoir les utiliser pour mettre terme à cette situation avant que les choses n'aillent encore pire. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et ici, nous ne sommes même plus dans la prévention, mais ici, nous sommes déjà dans mi-prévention, mi-guérison. Parce qu'il y a des familles qui sont vraiment dans des situations dramatiques. Et quand je parle des familles, en tant qu'originaire de là-bas, nous avons des tantes directes, nous avons des oncles directs, des cousins directs. On m'a appelé encore ce matin pour dire qu'il y a un cousin qui a été décapité. Vous comprenez? Donc ce sont des choses qui sont réelles. Vous savez, généralement, quand on parle du Congo, des drames, on a toujours vu l'Est du Congo, Beni ou Béreux, tout ça. Non. Mais non, les choses ne sont plus seulement à l'Est. Les choses sont au centre, ils sont en train de descendre. Et nous devons tous nous mobiliser et tenir par la main pour pouvoir mettre terme à cela. Et pour ne pas éterniser la parole, moi j'aimerais simplement vous donner quelques pistes que moi je pourrais demander qu'on pourra mettre tous en place, et aussi avec les autorités sur place, pour mettre fin à cela. Parmi les pistes, nous suivons tous que tout le monde veut une enquête indépendante et impartiale. Je pense que l'enquête peut se faire effectivement avec les autorités locales, mais aussi avec les membres de la communauté internationale pour que personne ne soit jugé parti. Donc, nous sommes partisans de cette enquête internationale pour pouvoir attribuer les responsabilités. Sur place à Kananga, il y a une mission de l'ONU, dans la MONUSCO plutôt, qui est là. Nous voulons que cette mission puisse faire son travail conformément à la résolution qui lui donne le pouvoir de pouvoir défendre les populations en cas d'attaque. Il n'est pas normal qu'à 50 mètres, à 100 mètres, de la MONUSCO, que les gens sont en train de mourir et qu'ils fassent rien. Alors la MONUSCO doit aller plus loin pour défendre la population civile. Et nous préconisons, moi je préconise qu'on puisse faire une table ronde parce que les résolutions, très difficilement, se résolvent par les armes. Et la voie la plus aisée pour résoudre les conflits, c'est le dialogue. Donc il est important de lancer cet appel aux Kasaïens de pouvoir se mettre ensemble, organiser une table ronde pour voir les causes. Parce que les causes ne sont pas seulement parce que le chef a été tué, non. Il y a aussi d'autres causes socio-économiques qui sont là. Je pense qu'on peut trouver des solutions par ça. Le dialogue est important. Et enfin, les initiatives de soutien locaux. Ça, Madame Luce Gandou qui est là vous donnera aussi une idée. Ce sont des pistes que nous pouvons faire pour trouver des solutions. Et enfin, une des dernières pistes, mais qui est très importante pour les sujets de Kamwina Sapu, c'est quoi? Il faut permettre à ce que le chef
qui est mort soit enterré selon les rites traditionnels. Le chef, quand un chef coutumier décède, on n'enterre pas comme tout le monde. Il y a des rites qui sont prévus pour cela, pour qu'il y ait la succession qui s'ouvre. Et actuellement, cette population est orpheline. Le chef n'est pas enterré selon les conditions. D'où, pour essayer de calmer les choses, pour amener tout le monde à la maison, pour amener tout le monde dans la paix, je crois que permettre à ce chef d'être enterré selon les rites traditionnels pourra permettre de calmer la situation. Je dis, je vous remercie. Merci.